Bonjour Maître Diomandé. Bonjour Karine Nouveau. Vous êtes candidat à l'élection du bâtonnat 2013 et nous allons aborder ce matin les grands axes de votre programme, notamment le financement, la solidarité et le social et enfin la gouvernance. Parlons de financement. Pourquoi le financement vient-il en ordre de priorité dans votre programme? C'est juste une question de logique. Si vous décidez de construire une maison, le fait de rêver une maison, ce n'est pas le plus important. C'est comment vous faites pour financer cette maison. Le financement vient en priorité parce que tout ce que nous avons dit vouloir faire, eh bien, dépendra du financement. Vous savez, on avait un barreau à l'origine très riche, et puis au fil du temps, le barreau s'est appauvri. Donc la question du financement est une question centrale, parce qu'on ne pourra rien faire si nous n'avons pas résolu les problématiques du financement. Comment comptez-vous réformer la CARPA? Écoutez, nous allons réformer la CARPA en changeant simplement de posture. La CARPA retirait ses ressources, effectivement, des petits intérêts qui résultaient de ces fonds-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 2003 à aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. En 2003, la CARPA avait un fonds propre de 450 millions. 10 ans plus tard, elle est à 150 millions. Ça veut dire que les 10 prochaines années, ce sera zéro. Que faut-il faire? Il faut changer de mission. Faire changer de mission à la CARPA pour que désormais, elle ne se contente pas de tirer ses ressources propres des petits placements que nous faisions, les intérêts qui résultaient des fonds qui passaient par la CARPA. Il n'y a plus assez de fonds, donc nécessairement les intérêts deviennent moindres. Donc ce que nous allons faire, c'est que la CARPA va faire rémunérer sa prestation de sécurisation. Les fonds que nous allons prélever sur les sommes qui passent par la CARPA seront divisés en deux. Une partie affectée au fonds propre de la CARPA, l'autre partie sera affectée à l'avocat qui aura fait passer les fonds par la CARPA. Les fonds qui seront affectés à l'avocat seront en priorité affectés au paiement des cotisations ordinales, au paiement de l'assurance maladie et responsabilité civile et à constituer un dépôt initial pour l'acquisition d'un toit. Et ensuite, s'il y a un peu plus d'argent encore, à financer une retraite complémentaire. Parce que nous avons créé la MPA, et si nous ne donnons pas les ressources aux avocats pour pouvoir payer effectivement leurs cotisations pour leur couverture, ça ne sert à rien du tout. Il faut donner un contenu. Donc la CARPA va changer de mission. Maître Diomandé, nous allons aborder le deuxième volet de cette interview sur la solidarité et le social. Dites-nous, comment pensez-vous trouver de nouveaux marchés captifs, notamment pour les plus jeunes? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons cesser d'être une denrée réservée à une classe privilégiée pour être au sein de la cité. Cela veut dire quoi? Ce que nous souhaitons, c'est que l'on en arrive au fait que n'importe lequel des citoyens puisse prendre son téléphone pour dire « j'appelle mon avocat ». Pour que nous assumions notre part au sein de la cité. Donc ce que nous allons faire, nous allons approcher des organisations professionnelles. Nous avons déjà commencé, notamment avec les transporteurs et les chauffeurs, pour que, au confluent d'une convention, ils puissent prélever chez leurs membres une certaine somme qui est à déterminer, ces discussions sont en cours, et qui va être déposée sur un compte séquestre, qui va être un compte captif de paiement des honoraires chaque fois qu'un chauffeur ou un transporteur va recourir à un avocat. De cette façon-là, nous allons procurer à nos confrères la possibilité d'avoir du travail, de sorte qu'à tout instant, un citoyen puisse dire « j'appelle mon avocat à mon secours ». Pour une formation différente des avocats, que proposez-vous? Pour une formation différente des avocats, nous n'allons plus continuer les formations comme on a fait. Les confrères se sont dévoués de façon bénévole pour venir former les plus jeunes. Aujourd'hui, les différentes branches de droit se sont multipliées et nous assistons à la venue d'une vague de confrères de l'étranger. Alors que nous avons des spécialistes sur place, il faut que nous fassions une formation qui chute sur la spécialisation. Il faut ouvrir ces chantiers. Nous avons des confrères qui travaillent dans des matières qui sont fondamentalement spécialisées dans ces matières. Mais du seul fait que notre barreau ne soit pas organisé, n'ait pas en son sein une commission de spécialisation, ils restent tous des généralistes. Et on laisse surplomber, bien évidemment, par des confrères qui viennent de l'étranger. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prévoir une période spécifique dans l'année, prévue plusieurs mois avant. Nous trouverons le financement nécessaire pour ça, pour faire venir les formateurs, d'ailleurs comme d'ici, pour qu'il y ait une formation sur une semaine ou une dizaine de jours, très qualifiante, qui chute sur les certificats de participation. Et ces certificats, au bout d'un certain nombre, doivent pouvoir effectivement constituer pour la commission de spécialisation le levier nécessaire pour dire tel confrère est spécialisé en telle matière, tel confrère est spécialisé en telle autre matière. C'est ce que nous allons faire pour que nous aussi, nous puissions produire des confrères spécialisés en telle ou telle autre matière. On sait qu'il y a des confrères qui font le droit maritime depuis des années. Ils sont des spécialistes en cette matière-là. On a des confrères qui font les divorces. Voilà, nous devons faire une formation qui répond aux exigences du monde actuel. Voilà ce que nous voulons faire pour ce barreau. Nous allons aborder le troisième et dernier volet de cette interview, la gouvernance. Selon vous, comment l'avocat doit retrouver sa place dans la cité?
L'avocat retrouvera sa place dans la cité en faisant comme tous les avocats le font à travers le monde. Chaque fois que l'on parle de l'état de droit, l'avocat doit dire sa part. Chaque fois que l'on parle de la démocratie qui est en cause, l'avocat doit être en première ligne. Quand on parle d'une justice crédible, transparente et acceptée par les concitoyens, l'avocat doit avoir son mot à dire. Malheureusement, on constate qu'en Côte d'Ivoire, de plus en plus, les avocats se taisent. Nous ne retrouvons pas notre place tant que nous n'assumons pas notre part du courage national. L'avocat doit être capable de se prononcer chaque fois que les droits de l'homme sont en cause, chaque fois que la démocratie sera interpellée, chaque fois qu'une justice crédible sera en cause. Ces derniers temps, nous sommes un peu trop tus. Il faut que nous parlions. Il y a peut-être des raisons à cela, mais je dis qu'il faut que le barreau commence à donner de la voix. Les maîtres de la parole ne peut pas se taire indéfiniment. Maître Soilieu Diomondé, bâtonnier, que ferez-vous? Si au soir du 27 juillet 2013, mes confrères me font l'honneur de me confier les destinées de notre institution sur les 2 prochaines années à venir, qu'ils soient assurés que j'assumerai ma part de ce qu'un avocat doit assumer dans l'état de démocratie, dans l'état de droit, sur le chemin de la formation de nos confrères, dans le recul de la pauvreté, pour que notre métier permette à nos confrères de vivre de leur art de la façon la plus digne possible. Je ferai ma part, je ne me débinerai pas. Merci maître et bonne chance.